L'innommable. Nous étions assis sur une tombe abandonnée du XVIIe siècle, une fin d'après-midi, dans le vieux cimetière d'Arkham, et spéculions sur l'innommable. En voyant devant nous, en plein milieu du cimetière, le saule géant dont le tronc avait presque littéralement avalé une antique dalle devenue illisible, j'avais émis une remarque fantastique sur la nourriture spectrale et indescriptible que ces racines colossales devaient pomper à même cette terre charnelle et vénérable. Mon ami se moqua de moi devant un tel non-sens et prétendit que, faute d'enterrement depuis plus d'un siècle en ce lieu, rien n'avait pu nourrir l'arbre autrement que de la façon la plus ordinaire. En même temps, ajouta-t-il, mes constantes remarques à propos de l'innommable ou de l'indescriptible étaient un jeu puéril, bien en rapport avec ma situation en bas de l'échelle des auteurs. J'étais trop heureux de finir mes histoires avec des soupirs ou des sons qui paralysaient les facultés de mes personnages et les laissaient sans courage, ni mots, ni idées, pour dire ce qu'ils avaient éprouvé. Nous savons les choses, continua-t-il, seulement au travers de nos 5 sens ou de nos intuitions religieuses, en conséquence de quoi il nous est quasi impossible de nous référer à quelque objet ou spectacle qui ne peut être dépeint par les solides définitions ou faits établis, ou les doctrines avérées de la théologie, de préférence celles de congrégationnisme, avec toutes les modifications que la tradition ainsi que Sir Conan Doyle peut y apporter. Avec cet ami, Joël Menton, je m'étais souvent ainsi paresseusement opposé. Il était le proviseur de la East Eagle School, né et élevé à Boston, partageant cette surdité autosatisfaisante de Nouvelle-Angleterre aux harmoniques délicates de la vie. De son point de vue, seules nos expériences normales et objectives sont susceptibles de signification esthétique, et le rôle de l'artiste n'est pas tant d'augmenter nos émotions fortes par l'action, l'extase ou l'étonnement, que de maintenir un calme intérêt qui nous permette d'apprécier les détails pertinents de la vie de tous les jours. Il réservait spécialement ses objections à mon attrait pour le mystique et l'inexpliqué, et bien qu'il crût au surnaturel encore plus complètement que moi, il n'aurait pas admis que ce soit un terrain suffisant pour un traitement littéraire, qu'un esprit puisse trouver son meilleur plaisir à s'écharper des contraintes quotidiennes pour que des images... Merci beaucoup Pablo Zawaldo pour l'abonnement, merci énormément à toi pour le soutien. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine. Et du coup, bienvenue à toi aussi sur ce live. Et encore une fois, merci énormément pour l'abonnement. J'espère que vous avez tous apprécié cette modification que j'ai fait sur le son pour que ça colle au thème d'Halloween. Du coup, qu'un esprit puisse trouver son meilleur plaisir à s'écharper des contraintes quotidiennes pour que des images habituellement usées par la fatigue et l'habitude, dans les figures répétitives de l'existence immédiate, soient recombinées de façon originale et dramatique, était quelque chose de pratiquement incroyable pour son intelligence claire, pratique et logique. Selon lui, toutes les choses et sensations s'établissaient avec des dimensions propriétés, causes et effets précis, et quoiqu'il sût vaguement que l'esprit nous impose parfois visions et sensations d'une nature beaucoup moins géométrique, classifiable et expertisable, il croyait se justifier en dressant une ligne arbitraire qui repoussait hors de son chemin tout ce que ne pouvait expérimenter et comprendre le citoyen ordinaire. Il était donc à peu près convaincu que rien ne pouvait être qualifié d'innommable. Cela ne lui était pas accessible. Toujours un plaisir tes lectures, tu accompagnes mes routes avec tes lectures du sorceleur, mais un grand plaisir du coup si j'accompagne tes routes, que ce soit quotidiennement, enfin bref, pour le travail, pour le plaisir. En tout cas c'est toujours un grand plaisir, et si je peux vous accompagner et vous faire un moment de détente, c'est avec plaisir, c'est un peu ce pourquoi je fais ces lectures, du coup tant mieux, ça me fait bien plaisir, et puis oui, du coup, j'espère que t'apprécies quand même les lectures The Witcher, enfin Lovecraft,
puisque là on fait une petite pause pour Halloween dans le The Witcher, mais on revient, t'inquiète pas, dès novembre avec notre ami Gérald. Salut Heather, comment vas-tu? Moi je vais très bien, merci bien. En forme pour lire du Lovecraft, des nouvelles un peu différentes de ce qu'on avait lu la dernière fois que tu étais venu. Mais du coup j'espère que tu vas bien, que ça se passe bien de ton côté. Et bien que pleinement conscient de la futilité des arguments métaphysiques ou intuitifs confrontés à la suffisance d'un terrien orthodoxe, quelque chose dans l'ambiance de cet après-midi me poussa à aller un peu plus loin que nos divergences habituelles. Les pierres tombales en décrépitude, les arbres patriarches et la ligne brisée des toits vénérables de cette ville qui nous entourait, réputée pour sa vieille sorcellerie, tout cela se rassembla pour m'inciter à défendre mon point de vue et à porter mes convictions dans le territoire même de l'ennemi. Bien sûr, il n'était pas si difficile de commencer une contre-attaque, et je savais que Joël Menton s'accrochait encore comme il pouvait à pas mal de superstitions de bonnes femmes que les gens plus sophistiqués avaient réfutées il y a longtemps. La croyance en l'apparition de gens à l'agonie, dans un lieu distant ou l'impression laissée par des visages d'autrefois sur des fenêtres à travers lesquelles ils avaient regardé toute leur vie. Au crédit de ce que murmuraient nos grands-mères campagnardes, j'insistais présentement, venait la foi en existence sur Terre des substances spectrales séparées de leurs composantes matérielles, mais y survivant. Cela supposait la faculté de croire à des phénomènes au-delà des notions naturelles, parce que si un mort transmettait son image visible ou tangible de l'autre côté du monde, ou, traversant l'épaisseur des siècles, serait-il plus absurde de croire que telle maison abandonnée soit pleine de choses sensibles bizarres ou que ces vieux cimetières grouillaient de l'intelligence terrible et désincorporée de générations? Et si les esprits, qui voudraient causer toutes ces manifestations qu'on leur attribue, ne pouvaient être limités par aucune des lois de la matière, pourquoi serait-il plus extravagant d'imaginer des choses mortes et psychiquement vivantes dans des formes ou l'absence de formes, qui pour la plupart des humains qui en seraient témoins, seraient complètement ou épouvantablement innommables? Le sens commun, assurai-je à mon ami avec quelque chaleur, en réfléchissant à ces sujets, est principalement une absence stupide d'imagination et de flexibilité mentale. Le crépuscule était venu, mais aucun de nous deux pour souhaiter clore notre conversation. Menton ne semblait pas ébranlé par mes arguments, plutôt obstiné à les réfuter, ayant cette confiance en ses opinions qui sans aucun doute lui avait valu ses succès d'enseignant, tandis que j'étais trop sûr de mon domaine pour craindre la défaite. La nuit se fit, et les lampes s'allumèrent timidement dans quelques-unes des fenêtres éloignées, mais nous ne bougions pas. Nous étions confortablement assis sur cette tombe, et je savais que mon prosaïque ami n'était pas troublé par le trou caverneux dans le vieux caveau où les racines se mêlaient aux briques derrière nous, ni par l'obscurité rendue plus opaque encore sous cette bâtisse chancelante et déserte du XVIIe siècle, plantée entre nous et la plus proche rue éclairée. C'est ici, dans l'ombre, sur la tombe fissurée et sous la bâtisse à l'abandon, que nous parlions de l'innommable. Et, après que mon ami eut fini de se moquer, j'évoquai la preuve affreuse derrière l'histoire dont il s'était moqué le plus. Mon récit s'intitulait « La fenêtre du grenier » et était paru dans le numéro de janvier 1922 de Whispers. En de nombreux endroits, particulièrement les États du Sud et de la côte pacifique, il prenait position contre ces magazines, disant que ce n'était qu'invention d'esprits faibles, mais en Nouvelle-Angleterre, il ne bronchait même pas et se contentait de hausser les épaules à mes extravagances. On ne pouvait démarrer avec une chose dont il était avéré qu'elle fut biologiquement impossible, encore une de ces fichues histoires de patelins cinglés comme celle que Cotton Mather a été assez crédule de rassembler dans son chaotique Magna Christi Americana, si pauvrement documenté qu'il ne s'est même pas aventuré à situer les villages où surgirent ces horreurs. Et, pour trouver mes exemples,
J'exagérais la transcription sommaire de la vieille légende. Rien de cela n'était possible, mais caractéristique d'un gribouilleur inconsistant et partiel. Mater avait raconté les choses comme on lui les avait dites, mais personne, sauf un sensationnaliste de bas étage, n'aurait pensé à les grossir ainsi, regarder la nuit à la fenêtre des gens, se cacher dans le grenier d'une maison en chair et en esprit, jusqu'à ce que quelqu'un regarde à cette fenêtre des siècles plus tard, sans pouvoir décrire ce que c'était, sauf que cela avait fait virer ses cheveux au blanc. Tout cela c'était évidemment de la camelote, et mon ami Menton n'était pas le dernier à y insister. Alors, je lui racontais ce que j'avais trouvé dans un vieux journal tenu entre 1706 et 1723, déterré parmi des papiers de famille à même pas 1 kilomètre d'où nous étions assis. Cela donc, puis l'incontestable réalité des cicatrices sur le dos et la poitrine de mon ancêtre que décrivait ce journal. Je lui parlais aussi d'autres terreurs dans le pays et lui dis comment on en avait chuchoté pendant des générations et comment aucune folie mystique ne menait le jeune homme qui, en 1793, était entré dans telle maison abandonnée pour y examiner ce qu'il y avait sous la rumeur. C'était quand même une chose étrange, rien d'étonnant, à ce qu'en tremblant, des étudiants trop émotifs dans les étages puritains de Massachusetts. On en sait si peu de ce qui se produisit sous les apparences, si peu, sauf d'horribles grondements, comme si éclataient des bulles putrescentes lors d'occasionnels et fantamotiques aperçus. La sorcellerie en sa terreur est un horrible ray de lumière sur ce qui bout dans les cerveaux accablés des hommes, et même pour une bagatelle. Époque sans beauté, époque sans liberté. On peut le voir aux architectures des maisons qui survivent et aux sermons empoisonnés d'une religion rigide. Et sous cet habitat de ferraille rouillée, grince et luit la perversion hideuse, diabolique et patentée. Sigit pour de vrai l'apothéose de l'innommable. Cotton Mather, dans son démoniaque 6e livre que personne ne devrait lire après la nuit tombée, ne mâche pas ses mots tandis qu'il plonge dans l'anathème. Farouche comme un prophète juif, laconique et impassible comme personne aujourd'hui ne saurait l'être, il parle de cette bête qui était au-delà de la bête, mais moins que l'homme, la chose aux yeux flétris, et du misérable ivrogne hurlant qu'ils avaient pendu pour avoir de tels yeux. Ce qu'il raconte abruptement, mais sans aucune allusion à ce qui s'ensuivit. Peut-être qu'il ne le savait pas, peut-être qu'il le sut, mais n'osa le dire. D'autres le surent et n'osèrent le dire. Il n'y a pas de trace publique avérée de ce qui se chuchota à propos du verrou sur la porte de l'escalier du grenier dans la maison de tel vieil homme sans descendance, aigre, brisé, qui avait fait poser une dalle d'ardoise vierge sur une tombe maudite, encore qu'on puisse raconter assez de pistes dans cette vague légende pour faire tourner le plus indifférent des sangs. Et tout cela, cet ancestral journal que je trouvais, le racontait. Toutes les insinuations cachées, tous les contes murmurés à propos de ces choses aux yeux flétris, aperçus aux fenêtres dans la nuit ou dans les champs déserts en bordure des bois. Quelque chose s'était saisi de mon ancêtre sur une sombre route de la vallée, le laissant avec des marques de cornes sur sa poitrine et dans le dos des griffes comme de singes. Et quand ils enquêtèrent sur les empreintes laissées dans la boue humide, ils trouvèrent les marques de sabots fendus et de pattes vaguement anthropoïdes. Et un conducteur de poste raconta une fois qu'il avait vu un vieil homme pourchassant et appelant une effrayante chose bondissante, sans nom, sur Meadow Hill, dans un timide clair de lune, des heures avant l'aube, et beaucoup le crurent. Il y eut certainement d'étranges palabres cette nuit de 1710, quand le vieil homme brisé et sans descendance fut enterré dans la crypte à l'arrière de sa propre maison, à côté de la dalle d'ardoise vierge, et personne n'ouvrit jamais la porte du grenier, abandonnant la maison de ce qu'elle était, déserte et ruinée. Quand il en surgit des bruits, ils chuchotèrent et s'effrayèrent, et espérèrent que le verrou sur la porte du grenier résisterait. Puis ils cessèrent d'espérer quand l'horreur survint au presbytère, ne laissant pas une âme qui vive dans les yeux. Avec les années, la légende devint une affaire de fantômes. Je suppose que la chose, si c'était une chose vivante, avait dû s'éteindre. La mémoire s'en attarda hideusement, encore plus hideuse d'être si discrète.
Pendant mon récit, Menton était resté pensif, mais en revint progressivement à sa manie analytique. Il accordait, par égard à mon raisonnement, que quelques monstres surnaturels avaient vraiment existé, mais me rappela que même les plus morbides perversions de nature ne les contraignaient pas à être innommables ou scientifiquement indescriptibles. Je respectais sa clarté et son opiniâtreté, mais j'ajoutais quelques révélations supplémentaires que j'avais recueillies de quelques vieilles personnes. Hello, trop top l'ambiance. Eh ben, hello Elsnalia, j'espère que tu vas bien. Du coup, on essaie de faire ce qu'on peut avec l'ambiance. Déjà, il n'y a pas les problèmes d'ordinateur et de connexion de la dernière fois, donc au moins vous pouvez voir le fond correctement. Mais du coup, tant mieux si ça vous va. On essaie de faire ce qu'on peut, on essaie de faire ce qu'on peut. Ces légendes avec fantômes, qui vinrent plus tard, expliquai-je, se référaient aux apparitions d'un monstre plus effrayant que quoi que ce soit d'organique pourrait l'être. Des apparitions de forme bestiale, gigantesques, parfois visibles et parfois seulement tangibles, qui venaient flotter lors des nuits sans lune et hantaient la maison, la crypte à ses pieds et la tombe où un jeune arbre avait poussé près d'une dalle anonyme. Quant à savoir si de telles apparitions avaient blessé ou étouffé à mort d'autres victimes, comme allégué dans des sources non corroborées, elles avaient fait une forte et consistante impression, et bien des plus âgés des gens d'ici les craignaient encore obscurément, même si largement oubliés par les 2 dernières générations, disparaissant peut-être parce qu'on cessait d'y penser. Et pour autant qu'une théorie d'ordre esthétique le permettait, si les émanations psychiques des êtres humains pouvaient subir de grotesques distorsions, quelle représentation cohérente pouvait exprimer ou figurer une nébuleuse aussi infâme et déformée que ce spectre d'une perversion chaotique, pernicieuse, en elle-même un morbide blasphème contre la nature. Ébauchée par le cerveau mort d'un cauchemar hybride, une telle fumeuse terreur ne constitue-t-elle pas l'effrayante vérité de l'innommable, vérité exquise, hurlante ? Il devait être bien tard maintenant. Le vol singulièrement silencieux d'une chauve-souris m'effleura, et je crois qu'il troubla aussi Menton, parce que, même sans le voir, je perçus qu'il leva le bras. C'est lui qui parlait à présent. Mais cette maison, avec la fenêtre du grenier, elle est encore debout et abandonnée ? Oui, répondis-je, je l'ai visitée. Et y as-tu trouvé quoi que ce soit au grenier ou ailleurs ? Il y avait des ossements là-haut, dans les combles. C'est peut-être ce que ce jeune homme avait vu, s'il était émotif. Il n'aurait eu besoin de rien d'autre dans la vitre de la fenêtre pour le perturber grandement. Si ils venaient tous du même être, ça devait être une monstruosité délirante, hystérique. Il aurait été blasphématoire de laisser traîner de tels ossements. Alors je suis revenu avec un sac. Et je les ai portés jusqu'à la tombe, derrière la maison. Il y avait une ouverture et j'ai pu l'y verser. Ne pense pas que j'étais fou. Il aurait fallu que tu vois ce squelette. Des cornes de 4 pieds, mais un visage et des mâchoires comme toi et moi. Enfin, je pus percevoir qu'un tressaillement s'était saisi de Menton, qui s'était rapproché tout près. Mais sa curiosité n'en était pas amoindrie. Et à propos de ces fenêtres, elles avaient toutes disparu. Une des fenêtres avait perdu tout son cadre, et aucune trace de verre dans les ouvertures en losange. C'étaient des fenêtres de cette façon, les vieilles fenêtres à claire-voie qu'ils utilisaient avant 1700. Je ne crois pas qu'elles aient eu un vitrage depuis au moins un siècle ou plus. Peut-être que notre étudiant les a cassées quand il avait été si effrayé. L'histoire ne le dit pas. Menton réfléchissait de nouveau. J'aimerais la voir, cette maison Carter.
Elle est où? Vitre ou pas vitre? J'aimerais l'explorer un peu. Et la tombe où tu as versé ces ossements? Et l'autre tombe sans inscription? Tout ça, c'est un peu terrible. Tu l'as vu, du moins, tant qu'il faisait jour. Mon ami fut plus affecté que je l'aurais pensé, parce qu'à cette petite touche d'inoffensive théâtralité, il s'éloigna de moi avec presque répulsion et poussa un cri comme une sorte de hoquet qui libéra la tension jusqu'alors accumulée. C'était un cri bizarre, et ce qui lui eut de terrible, c'est la réponse qui lui fut faite. Alors qu'il résonnait encore, j'entendis un sourd craquement dans l'obscurité impénétrable et compris qu'on ouvrait une fenêtre dans cette maison ancestrale et maudite au-dessus de nous. Et parce que toutes les autres menuiseries avaient disparu depuis longtemps, je sus que c'est depuis les meneaux de cette démoniaque fenêtre du grenier qu'on ouvrait le bois sans vitre. Alors que nous enveloppa un souffle d'air léger, nauséabond, méphitique, qui venait de la même direction effroyable, suivi d'un hurlement aigu, juste à côté de moi, depuis l'affreuse tombe de cet homme et de son monstre. Un autre instant, et je fus renversé de mon banc mortuaire par le battage de quelque entité, d'une taille gigantesque mais de nature indéterminée, frappé et enrampé sur le mus et les racines de ce cimetière abhorré, tandis que de la tombe surgissait un grondement étouffé, de halètements grouillants et que mon imagination en peupla l'éclat sans lumière de légions miltoniennes de damnés difformes. C'était le vortex tourbillon d'un vent glaciable, et puis l'effondrement de briques mal scellées et de plâtre. Mais je m'étais par chance évanoui avant de pouvoir saisir ce que c'était. Menton, bien que plus frêle que moi, est plus résistant, et nous ouvrîmes les yeux au même instant à peu près, malgré ses blessures plus graves que les miennes. Nos lits étaient côte à côte, et nous comprîmes en quelques secondes que nous étions à l'hôpital Sainte-Marie. Le personnel nous entourait, avec une curiosité tendue, impatient de nous aider à retrouver la mémoire, en nous racontant comment nous étions arrivés ici, et nous entendîmes bientôt parler de ce fermier, qui nous avait trouvés à midi, dans un champ perdu, au-delà de Meadow Hill, à 2 kilomètres du vieux cimetière, un lieu réputé pour avoir été celui d'un ancien massacre. Menton avait 2 méchantes blessures à la poitrine, et quelques coupures moins graves, ou en taille, dans le dos. J'étais moins sérieusement blessé, mais étais couvert de contusions, et d'échymoses de la plus sauvage espèce, dont l'empreinte d'un sabot d'animal. Il était clair que Menton en savait plus que moi, mais il se refusa à dire quoi que ce soit au médecin interloqué et questionneur, dès qu'il sut à quoi ressemblaient nos blessures. Alors, il expliquait que nous étions victimes d'un taureau excité, encore qu'il fût difficilement crédible que nous ayons ici rencontré un tel animal. Une fois que les docteurs et infirmières nous eurent quittés, je lui lançai la question fatale. « Nom de Dieu, Menton, mais c'était quoi? Ces cicatrices, c'est à cause de ça ?» Et j'étais beaucoup trop effrayé pour me réjouir quand il me répondit à voix basse ce dont, bien sûr, je me doutais. « Non, ce n'était pas ça du tout. C'était partout, une gélatine, une bave. Oui, cela avait une forme, un millier de formes, de l'horreur au-delà de toute pensée. Il y avait des yeux flétris. C'était l'abîme, le maelstrom, l'abomination ultime. Carter, c'était l'innommable.